Là, on est déjà dans une situation maintenant où le rêve de revenir à une France qui serait de nouveau vaguement ressemblante à la France d'il y a 2 générations, si on attend encore quelques années, ce sera fini pour les siècles à venir, quelque part. Ce sera quelque chose d'irréversible. Chaque année, ça devient de pire en pire. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, je reçois David Engels, auteur et historien et professeur d'histoire à l'ICES. Bonjour David Engels. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. On vous reçoit pour votre dernier livre, Le Retour du Roi, aux éditions du Verbeau, avec une magnifique couverture inspirée, on peut s'en douter, de Tolkien, pour le titre, pour la couverture. Absolument, le titre est évidemment un clin d'œil à Tolkien. La couverture a été faite par un peintre russe que j'ai connu sur Facebook et qui a très gentiment mis à disposition cette page titre que j'aimais beaucoup, donc, et qui en effet relate aussi un petit peu cet univers tolkienesque, médiéval, etc. Votre livre, c'est un roman, un format auquel on n'est pas habitué, vous êtes plus habitué aux essais historiques ou philosophique. Comment, dans ce roman, le héros s'appelle, comme vous, David. Quel rapport entre justement la fiction de ce roman et la réalité, votre expérience de vie ? Oui, c'est une excellente question que je me pose aussi très souvent, j'avoue. Oui, en tout cas, le protagoniste principal du livre porte sans doute mes traits et relate toute une série d'expériences qui me sont, en grande partie, pas toutes, mais arrivées aussi à moi-même. Mais ce n'est pas censé maintenant être un roman vraiment autobiographique qui relaterait ma vie. C'est plutôt que je me suis servi de choses qui me sont véritablement arrivées en les condensant sur quelques jours et pour en faire finalement l'inspiration d'un genre de périple à travers l'Europe avec des expériences très diverses, que ce soit les colloques, des interviews, des conférences, dans une première partie en tout cas, et puis de plus en plus une course finalement, une course-poursuite presque à travers une Europe en pleine décomposition. Et donc disons que ces éléments autobiographiques, certes ça m'a servi aussi un petit peu moi-même à faire un certain travail sur moi-même, comme on dirait. Donc il y a quand même tout un aspect de conjuration de ces propres démons là-dedans. Mais en même temps, c'était surtout pour véritablement avoir une bonne source d'inspiration pour des choses qui sont véritablement arrivées. Et généralement, surtout les passages, je dirais, qui peuvent sembler les plus exagérés ou les plus, soi-disant, tirés par les cheveux, qui en fait, quelques exceptions près, sont véritablement arrivés. Ouais. Et pourquoi écrire un roman et non pas un essai ou une étude ? Ça, c'est une très bonne question. En fait, j'avais vraiment cette impression qu'avec les nombreux essais que j'avais écrits ou publiés ces dernières années, encore ajouter un autre sur le sujet quand même bien connu de la crise de notre civilisation, des différents moyens finalement de dépasser, je l'espère, cette crise, avait peu d'intérêt d'y ajouter encore une énième version. Et au contraire, c'était plutôt cette impression que l'essai ne permet pas de rendre véritablement une certaine ambiance, une certaine esthétique, une certaine suggestivité que l'essai critique ne peut pas donner, mais que le roman, à travers des descriptions de personnages, de situations, de vues, de paysages, de situations dans des grandes villes, peut fournir. Et en plus, même si le but n'est pas nécessairement didactique, mais en plus ça fait quand même depuis des années que je trouve que c'est très dommage que particulièrement la droite ou les conservateurs sont généralement très forts quand il s'agit de critiquer, d'analyser, de montrer que rien ne fonctionne, mais laissent généralement le camp de la culture et de la littérature à la gauche. Et là aussi je me suis dit, bon, je suis peut-être pas un romancier né, peut-être probablement c'est
je ne sais pas si c'est un vrai roman ou si l'aspect essai est quand même très présent là-dedans, mais je me suis dit de jeter un peu un pavé dans la mare et de me dire d'essayer de m'essayer dans ce genre-là en espérant que d'autres suivront aussi et oseront peut-être plus investir ce champ de la littérature et de l'esthétique. Il y a une raison selon vous pourquoi dans la droite, enfin dans le milieu patriote de droite, les auteurs et les lecteurs finalement abandonnent un peu le roman? Oui. Je crois qu'il y en a, il y a différentes raisons. D'abord, c'est évident qu'une grande partie des maisons d'édition, des galeries d'art, des musées, des événements culturels sont assez solidement dans les mains de la gauche depuis toute une série depuis des décennies, voire des générations. Donc, de fait, c'est assez difficile quand on a une sensibilité plutôt conservatrice d'être édité ou publié ou exposé dans un environnement adéquat et pas juste quelque part dans des catacombes quelque part. Donc ça c'est évidemment une raison pour laquelle des artistes ambitieux quelque part ne percent rarement s'ils se revendiquent de ce côté-là. Mais en plus, c'est peut-être un peu plus philosophique, mais on est quand même dans une situation où l'art moderne s'est à peu près mené à l'absurde soi-même et où c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui vient après. Je veux dire, quand vous regardez le domaine de la peinture, l'abstraction a pris une telle, ou a assumé une telle proportion que c'est assez difficile de dépasser le carré bleu sur fond bleu, le carré blanc sur fond blanc dans la peinture, ou une fois qu'on est dans la musique absolument atonale comme depuis le début du XXe siècle, c'est difficile de revenir en arrière sans faire pastiche de l'époque romantique ou du baroque ou autre chose. Et c'est un peu comme ça à tous les domaines. Alors la gauche, quelque part, elle continue dans ce travail de déconstruction, parce que l'art actuel est essentiellement de la déconstruction, ça n'a plus rien véritablement de créatif, il s'agit d'épingler, de déconstruire, de critiquer, etc. Là, la gauche est évidemment toujours très forte, alors que la droite se pose ce problème, mais à quel style, quel mouvement est-ce qu'on peut se rattacher sans que ça fait du réchauffé. Oui, ça. À la limite, peut-être que la littérature est encore une exception parce que, disons, décrire des situations d'une manière vaguement compréhensible reste un peu intemporel par rapport à d'autres formes qui sont peut-être plus épuisées. Mais à mon avis, c'est ça. Et puis, j'ai quand même eu l'expérience aussi, avec ce texte, mais aussi avec d'autres, que quand on contacte des maisons d'édition, même de notre mouvance, en proposant un roman, la réponse en général c'est « on n'a pas de public pour ça ». Nos lecteurs préfèrent les essais, nos lecteurs préfèrent ceux qui décapent, ceux qui critiquent, ceux qui épinglent, mais nos lecteurs ne lisent pas des romans. C'est ce qu'on m'a dit très souvent. Et je me suis dit, c'est le moment d'essayer de faire une fois autre chose. Maintenant, est-ce que ça intéressera les lecteurs ? Ça reste à voir. Vous avez parlé de faire du réchauffé souvent. C'est vrai que souvent la critique qu'on apporte à notre camp, c'est le fait de ne pas créer, de reposer sur ses lauriers. Vous pensez que le camp patriote de droite pourra retrouver cette dynamique, pour que ce soit dans l'art ou dans la pensée, et aller de l'avant, plutôt que de se reposer sur ce qui est fait dernièrement ? Comme vous le savez, ou comme les spectateurs le savent peut-être, je suis fort influencé par Oswald Spengler, qui a cette idée de base, comme beaucoup d'autres philosophes de l'histoire de son époque, que les grandes civilisations évoluent à peu près en parallèle et sur un chemin qui est plus ou moins prédéterminé. Donc le futur n'est pas totalement ouvert, il est prédéterminé. Selon ce schéma, ce qui nous attend, au mieux, c'est un genre d'historisme, de néoclassicisme, comme à l'époque augustéenne, qui est dans l'originalité, si on veut, réside dans le fait d'essayer de combiner une technique très moderne, celle de l'art hellénistique, avec des sujets ou une façon d'aborder les sujets qui souvent est très archaïque. Et donc cette combinaison entre modernité et tradition, je crois que c'est en effet quelque chose que nous pouvons apporter à l'histoire de l'art, un genre si on veut dire, de
point final qui boucle la boucle de l'histoire de l'art européenne. Donc ça, je crois que c'est quand même encore quelque chose qui reste devant nous et qui a un sens et qu'on voit d'ailleurs déjà arriver dans l'architecture, avec le néoclassicisme aujourd'hui, dans la musique, avec un certain retour aux origines, comme chez Arvo Pärt, par exemple, dans certains courants de la peinture qui reviennent à une certaine peinture plutôt académique. Donc on est en train, je crois, de voir ce grand virement où après la chute, si on veut dire, du modernisme, on essaye de nouveau de se rattacher au début de l'art. Donc je crois que c'est possible, mais on en est encore au tout début. Et surtout, je crois que la droite européenne n'est pas consciente ni de ses potentialités, ni, je crois même, de la nécessité de le faire. Quand moi j'assiste à des colloques ou des conférences, même politiques, la mise en scène, la musique, l'esthétique, c'est absolument horrible. C'est de la gauche crachée. On met de la musique horrible et c'est pas parce que des gens chantent en français au lieu d'américain que ça rend maintenant des formes de musique que j'estime personnellement extrêmement vulgaires, comme le rap ou autre chose, moins décadent quelque part. Hein. Idem pour l'esthétique, idem pour le tout. Donc je crois que, et d'ailleurs c'est même pas un reproche par rapport à la France, en Allemagne, en Pologne, c'est un souci européen. C'est partout. Voilà. Il y a ce problème-là. Et puis je crois que la droite ne se rend pas compte non plus de sa responsabilité. Elle n'a peut-être pas vraiment d'idée esthétique non plus, qui serait très forte. Et donc, une chose qui m'avait marqué, il y a quelques années déjà, j'avais dû commenter en fait un fait divers qui s'était passé au Parlement allemand, où il y avait des célébrations pour les X années du Bauhaus, hein, ce mouvement architectural moderniste des années 20, années 30. Et donc des députés de l'AfD, donc des députés patriotes de droite, avaient critiqué justement que tout le Parlement maintenant doive se prononcer en faveur de cette école architectonique qui est à l'origine d'un certain modernisme que tout le monde n'aime pas nécessairement. Et moi j'avais fait un article en disant que, enfin, ça avait fait un certain tollé, que l'AfD se positionne contre l'architecture moderne. Moi je trouvais que c'était pas mal comme approche et que c'était courageux, mais qu'il aurait fallu aller vraiment assumer les conséquences et dire, voilà, on ne critique pas seulement l'architecture moderne, mais nous, en tant qu'AfD, ou que Rassemblement National, ou que Parti Brexit, ou quoi que ce soit d'autre, on se dise, OK, et maintenant, on montre comment il faut faire, on va construire, par exemple, le QG de notre parti, on va faire construire quelque chose de nouveau, on va faire un concours avec des architectes et montrer qu'on n'est pas seulement contre un certain style d'architecture, mais qu'on est capable de choisir un autre, ou plutôt de donner une vraie impulsion et d'aider des architectes, des jeunes architectes, ou musiciens, ou peintres, ou romanciers, de faire de l'art, donc vraiment de rentrer dans un mécénat artistique actif. Et j'ai l'impression que la droite européenne ne se rend même pas compte qu'elle a ses clés en main, quelque part, qu'elle a ses possibilités, mais elle n'ose pas, ou elle ne sait pas que c'est important, ou elle se dit que l'important, c'est les élections, les votes, et pas l'art qu'on laisse généralement à la gauche. Et je crois que c'est une grande erreur. Dans votre roman, le titre « Le retour du roi », bien sûr, en tant que pays qui a vécu sous une monarchie pendant de longs siècles, c'est très parlant. C'est un livre qui s'adresse aux Français ou aux Européens en général? Je dirais que ça s'adresse plutôt aux Européens. J'ai d'ailleurs fait exprès de le structurer d'une manière presque géographique, comme un genre de road movie qui débute en Pologne, où j'ai habité longtemps, à travers l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, ma Belgique natale, pour se terminer à Paris, puis finalement en Bretagne. Donc il y a j'essaie de couvrir un certain nombre de pays, avec aussi en essayant de décrire à peu près certains sentiments qu'on peut avoir face à l'évolution de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Italie, du moins dans le futur proche où joue ce roman, dans une dizaine d'années, ou 5 années. Et en effet, le livre, je crois, peut sans doute être considéré non pas comme un livre étranger, mais un livre de chez nous, aussi par un lecteur allemand ou par un lecteur polonais. Donc c'est vraiment dans une perspective vraiment européenne que je l'ai écrit. D'ailleurs, je suis justement en train de le traduire en allemand, où il paraîtra probablement aussi
cette année déjà, et j'espère que là aussi on va pouvoir le lire, disons, comme étant quelque chose qui peut s'appliquer à la situation de ce pays-là également. Mais c'est sûr que grande partie du roman joue quand même en Belgique ou en France et s'adresse plus particulièrement à ce qui se passe ici. Ce n'est pas un hasard si le livre culmine finalement à Paris dans une scène de guerre civile. Donc pourquoi ce titre Ben, qui n'est pas sans rappeler le Tolkien et le Seigneur des Anneaux? Oui, tout à fait. J'avais édité il y a 2 ans d'ailleurs un livre sur Tolkien en l'honneur du 50e anniversaire, en tout cas de la commémoration des 50 ans de sa mort. Donc Tolkien est vraiment un auteur qui m'est extrêmement cher et donc forcément il y a aussi tout un chapitre qui joue à Oxford où les protagonistes visitent la tombe de Tolkien avec toute une série de réflexions autour de cela. Mais disons que sans vouloir trop, parce qu'en tant qu'auteur, je ne sais pas si on est le meilleur interprète de son œuvre, et puis si soi-même on dit ouais, c'est comme ça que c'est cette idée-là que j'ai derrière la tête, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la meilleure interprétation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de manière inconsciente. Mais je dirais que le roi, tel qu'il apparaît en filigrane à travers les pages de ce roman-là, est en même temps aussi un symbole de cette nostalgie quand à peu près tous les Européens, toute la droite européenne, d'un ordre traditionnel, idéal, presque utopique, très souvent situé dans le passé, et qui se rattache à cette figure d'un roi, même pas d'un point de vue maintenant institutionnel, mais d'un point de vue presque charismatique, de l'espoir que le système social, politique, même spirituel dans lequel nous vivons culmine de nouveau enfin dans un personnage qui soit entier, qui soit honnête, qui soit un exemple, qui soit sain à la fois dans la notion d'une certaine santé, que d'une certaine sainteté aussi, un genre d'Aragorn ou de Saint-Louis. Et donc c'est un peu ces espoirs-là que le livre, je crois, reflète, tout comme le fait que s'il y a bien une chose sur laquelle la droite européenne n'est pas du tout d'accord, c'est de savoir mais qu'est-ce qu'un tel personnage doit finalement faire. Est-ce qu'il doit être libéral ou plutôt social? Est-ce qu'il doit être chrétien ou plutôt laïque? Est-ce qu'il doit être plutôt figure d'identification pour une nation, peut-être pour le continent? Tout cela se reflète évidemment dans les discussions du livre. Vous pensez qu'on pourra retourner justement avoir un roi, que ce soit en France ou en Europe? Est-ce que les peuples et les institutions sont prêtes à un changement aussi radical dès demain ou... Peut-être pas un roi, mais un empereur. Je veux dire empereur, et je ne parle pas nécessairement dans un sens constitutionnel, mais une fois de plus, je pense sur base des analogies bien connues avec la fin de la République romaine, où là aussi, cette République pluraliste est devenue de plus en plus corrompue, incapable de se régénérer d'elle-même, jusqu'à finalement tomber dans des années de guerre civile, d'où c'est uniquement par le césarisme, où donc différentes personnes rentrent en compétition pour le pouvoir total, et où c'est finalement le Principat augustéen qui clôt cette époque de troubles pour fonder finalement cet État-civilisation qui recouvre l'entièreté des territoires gréco-romains. Et quand je regarde et moi déjà en 2013, dans mon livre Le Déclin, j'avais mis en avant que le présent ressemble étrangement aux dernières années ou décennies de la République romaine, 1er siècle avant le Christ, et que le risque de désordre civil, de guerre civile, de césarisme, et puis finalement d'un régime plutôt autocratique et autoritaire et conservateur n'est pas du tout exclu. Et quand je vois ce qui s'est passé ces dernières années, ne pensons qu'aux États-Unis, ce pronostic me semble, si j'ose parler de mon propre livre, plus actuel que jamais. Avec Donald Trump, les États-Unis sont très clairement entrés dans une phase de césarisme à beaucoup de niveaux. Et le fait de voir ce genre de régime se pérenniser à la longue par des moyens
très peu démocratique, forcément, ne me semble pas du tout exclu. Et donc, d'un certain point de vue, ce sera autant l'Empire que Auguste va faire à peu près la même chose dans la République romaine. Donc c'est pour ça que je dis une royauté dans le vieux sens médiéval, ça me semble relativement difficile d'y atteindre, mais l'avènement d'un genre d'homme providentiel, charismatique, plébiscitaire, renvoyant différentes perspectives d'identité à ses différents supporters, ne me semble pas du tout exclu, me semble plus proche ou plus probable que jamais. Dès lors, voilà, est-ce un roi tel que bon nombre de conservateurs l'espèrent, ou est-ce plutôt une grande déception, tout comme Auguste fut une déception pour beaucoup de conservateurs romains qui l'ont accepté comme la moins pire des solutions possibles, sans avoir aucun doute par rapport à la nature tout à fait factice de la restitution de la République. Ça me semble également très, très probable qu'on ait ce genre de réaction. Ça va plus se jouer au niveau européen qu'au niveau national, selon vous ? C'est une très bonne question. Là, évidemment, on va du diagnostic de l'historien plutôt vers mes propres souhaits. Disons que ce qui est typique pour la fin de chaque civilisation, c'est que l'espace civilisationnel, généralement, est uni politiquement. Les nombreux États, proto-États-nations chinois sont unifiés par le premier empereur chinois. Les nombreuses cités-États de la Méditerranée sont unifiées dans l'Empire romain. Les nombreuses cités-temples des Sumériens et des Akkadiens sont unifiées par la troisième dynastie d'Ur, etc. Donc on voit dans chaque phase civilisationnelle, à la fin, l'émergence d'un genre d'État-civilisation. Et je crois que très probablement l'Europe aura un destin semblable. La seule question qui se pose maintenant là-dedans, c'est que est-ce que l'Europe sera capable de créer son propre espace autonome, indépendant, afin de devenir un acteur politique qui puisse rivaliser paisiblement, mais quand même rivaliser avec la Chine, la Russie, les États-Unis, les autres forces émergentes, etc. Ou est-ce qu'on deviendra juste un genre de champ de bataille des autres grandes puissances, ou est-ce qu'on va devenir, pour les siècles à venir, comme les Grecs, un peu un genre d'arrière-cour des Américains, qui seraient donc nos Romains à nous? Je crois que ce choix-là, il reste encore ouvert. Moi, personnellement, à choisir entre ces trois modèles-là, en tout cas, je préférerais de loin le premier, c'est-à-dire celui d'une Europe autonome et fière de sa propre identité. Et justement, quelle est la place de l'international, que ce soit dans l'actualité, vous avez parlé de Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, ou même la démographie africaine qui pousse l'Europe. Quelle est la place de tout ça dans le changement qui peut se passer bientôt en Europe ? Ça peut agir comme un catalyseur, ça peut aussi nous mener à l'abîme, parce que le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. Quand on voit le changement démographique, identitaire qui est en train de se passer en Europe, avoir un grand revirement de retour aux sources, aux traditions, une fierté civilisationnelle, si ça arrive dans une quinzaine d'années, ça ne servira plus à grand-chose. Et vous pensez qu'on est d'ici 10-15 ans, ce sera trop tard ? En tout cas, ce sera trop tard pour toute une série de mesures, notamment au niveau du changement de population. Là, on est déjà dans une situation maintenant où le rêve de revenir à une France qui serait de nouveau vaguement ressemblante à la France d'il y a 2 générations, si on attend encore quelques années, ce sera fini pour les siècles à venir, quelque part. Ce sera quelque chose d'irréversible. Chaque année, ça devient de pire en pire. On peut ajouter beaucoup d'autres choses. Je veux dire, la désindustrialisation maintenant du continent est telle que ça va devenir à peu près impossible dans une quinzaine d'années de rattraper le retard en capacité industrielle, en technologie du futur, comme l'intelligence artificielle ou autre chose, de rattraper le retard par rapport à la Chine, aux États-Unis. Donc il y a toute une série d'éléments où, si ça n'arrive pas tôt, pas rapidement, oui, on pourra éviter le pire, mais se hisser à un rôle
à peu près d'égalité ou du moins de respect des autres, c'est difficile. Et c'est pour ça que je dis d'un côté, cette course de dernière seconde, elle peut peut-être motiver certains, donc ça peut être une chance. Mais en même temps, si on n'arrive pas à attraper cette dernière chance-là, ce sera terminé. Un bel exemple, c'était même si on est très loin du roman, mais enfin, en même temps, ce roman joue déjà à un moment où ce choix il est déjà presque fait. Mais un bel exemple de la politique récente, c'était évidemment les menaces d'annexion du Groenland par Trump, Oui. Et qui a poussé quand même beaucoup d'hommes politiques de la droite à se distancier de Trump, à se distancier d'un certain souverainisme un peu abusif et de dire, visiblement, que ce soit pour les uns les amis à Moscou ou pour les autres les amis à Washington, finalement, ni les uns ni les autres nous veulent énormément de bien, même territorialement, et que finalement c'est juste nous-mêmes qui pouvons nous en sortir. Donc oui, il y a parfois un effet catalyseur de certains événements, mais le temps s'écoule littéralement. Et on pourrait être sauvé par la technique, par la nouvelle technologie, ou est-ce que justement c'est la technique qui, comme le pense un peu Spengler, qui pousse l'Occident à sa perte? Oui, c'est aussi une question très difficile. Spengler dirait que la haute technologie fossilisera et puis disparaîtra en même temps que l'Occident lui-même. Évidemment, on va pas perdre la capacité d'écrire ou d'imprimer des livres ou d'avoir des moteurs de voiture ou ce genre de choses-là, et ce n'est pas nécessairement un retour à l'âge des pierres, mais en tout cas, avec la fossilisation de l'esprit créateur des Occidentaux, disparaîtra aussi toute possibilité de véritablement avancer dans l'évolution technologique, et même ce que font les Chinois actuellement, en grande partie, reste de l'imitation ou de l'optimisation de notre technologie, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu, par exemple, venant de Chine, un véritable saut de qualité où on se dirait « Waouh, là, il y a quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé », qui va innover par rapport à la technologie européenne. Donc il y a une très grande possibilité que, en effet, avec notre élan créateur, la haute technologie va aussi perdre son élan et puis se paralyser, puis stagner. Maintenant, il y a évidemment certaines évolutions qui commencent à faire peur, notamment tous les systèmes de surveillance omniprésents, l'intelligence artificielle qui risque pas seulement d'avoir un impact massif évidemment sur le marché du travail, mais même sur tout le domaine affectif. On a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, vraiment des percées au niveau de la robotique qui sont absolument époustouflantes. Et si on s'imagine que dans probablement 1 an ou 2, on aura les premiers robots mobiles, tout à fait indépendants, etc., dotés par l'intelligence artificielle d'un accès à un savoir assez immense, là, on rentre dans un moment où on peut se demander est-ce que ce n'est pas déjà un genre de changement qualitatif fondamental? Est-ce qu'on ne rentre pas à la longue même dans une phase post-humaine? Je ne crois pas encore. À mon avis, c'est peut-être notre paralyse scientifique qui nous sauvera peut-être, justement in extremis, avant que le pire puisse être fait. Mais voilà, ce ne sont pas des choses qui inspirent énormément d'optimisme par rapport à un futur digne de ce nom pour l'Europe. Est-ce que les peuples européens justement sont prêts à se battre pour leur civilisation, essayer de la conserver? Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, dans ce que j'ai essayé de décrire aussi dans le roman, finalement, le mieux qu'on puisse espérer, c'est qu'il y ait une petite élite pour qui le patriotisme européen, la foi chrétienne aussi, signifie encore véritablement quelque chose, mais ce sera une petite élite qui est probablement pas beaucoup plus grande que l'élite de l'autre côté, qui est plutôt derrière la volonté de déconstruire notre identité. J'ai l'impression que l'immense majorité de notre population vit dans un état de
torpeur, de désintérêt, déjà d'une vision fort post-historique des choses. Quand moi je pense à mes étudiants, je ne parle explicitement pas ici des étudiants de l'ICS, mais plutôt de ce que j'ai vécu en Pologne ou en Belgique ou en Allemagne. Pour la plupart de ces étudiants-là, l'Europe, ça ne veut plus rien dire. Quand on leur parle du 19e siècle, au fond, pour eux, c'est tellement loin que les Aztèques ou les Mayas. Ce n'est pas leur passé, de leur point de vue. C'est quelque chose de très, très, très étranger. Et dès lors, il faudrait déjà que les choses aillent vraiment très, 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 très mal pour qu'il y ait un certain sursaut identitaire. Mais tant qu'il y a un salaire minimum qui est versé, tant qu'on n'a pas encore des scènes de combat dans toutes les rues, tant qu'on n'a pas des camps de concentration partout, une grande partie de la population s'arrangera avec la réalité ou imitera, ou par opportunisme, ce que les grands médias vont lui dire. Je sais bien que c'est très pessimiste, mais c'est le propre de la fin de toute civilisation. C'est déjà la post-histoire qui tout doucement se dessine avec des masses qui suivent, hélas, qui pensent à leur petit train-train et bonheur quotidien, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, mais pour qui un véritable idéalisme patriotique ou spirituel ne veut pas dire grand-chose. Vous pensez que ce sera la fin de l'Europe ou la fin de l'Occident? Si tant est qu'on puisse faire une distinction entre les deux. Oui, c'est une question évidemment de définition. Disons que l'allemand a au moins cet avantage-là d'avoir le mot Abendland, qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. En français, vous devez soit parler de la civilisation européenne ou de la civilisation occidentale. En allemand, vous aurez die europäische Zivilisation ou die westliche Zivilisation, mais il n'y a pas d'équivalent pour le Abendland, et tel que Spengler l'utilise. Et moi, je suis persuadé, oui, qu'il y a une civilisation européenne, occidentale, peu importe comment on veut la nommer, mais qui voit sa naissance sous les Carolingiens au début en tout cas au début du Moyen-Âge, qui est fortement marquée évidemment par notre réinterprétation du christianisme et qui arrive tout doucement à sa fin maintenant et qui recouvre à la fois la majeure partie du continent européen et évidemment toutes ces différentes, je dirais, succursales comme les États-Unis, l'Australie, les parties d'Afrique du Sud, sans doute des parties aussi d'Amérique latine. Tout ça, c'est évidemment des rayonnements de cette civilisation européenne, et comme toutes les autres grandes civilisations, elle arrivera tôt ou tard à sa fin, une fin qui ne sera pas nécessairement maintenant une fin catastrophique, marquée par des destructions massives, etc., mais d'abord plutôt une lente fossilisation où justement l'instinct de créativité et de résilience deviendra de plus en plus apanage d'une petite élite de personnes ou d'un petit nombre de personnes avant de disparaître finalement. Maintenant, c'est un processus qui peut durer très longtemps. Oui. De ce point de vue-là, moi je date, comme beaucoup d'autres, le début de la fin de l'Antiquité avec le début de l'Empire romain, même si ça peut encore durer des centaines d'années, avec sans doute des moments d'une certaine éclosion matérielle. On est là dans une configuration où au mieux on recopie, on systématise, on réassemble, on lègue, mais on n'innove plus vraiment. Je crois qu'on est en train de rentrer tout doucement là-dedans. Et c'est un peu cette ambiance-là aussi que tend de décrire ce texte. Vous avez parlé juste avant de cette nouvelle élite qui devrait arriver. Est-ce qu'elle existe actuellement en Europe, en France? Sans doute. Maintenant, est-ce que si avec le mot élite on associe un véritable exercice de pouvoir? Non. Oui, bien sûr. Il y a, surtout parmi les jeunes, mais pas seulement, beaucoup de gens qui se rendent compte de ce problème, qui veulent sciemment, consciemment, d'une façon volontaire, se rattacher à la tradition, défendre cette identité, faire en sorte que ce qui les a façonnés, ce qui les définit, et ce qui les définit, et ce qui les rattache finalement à ce passé glorieux ne disparaisse pas, et puisse être légué à la fois à nos enfants et de nouveau
façonner ce monde, qu'on arrive de nouveau à une situation où on est des hommes et des femmes politiques qui veulent défendre cette civilisation au lieu de la déconstruire. Donc oui, il y a une élite. Maintenant, elle est loin du pouvoir. Et même dans les pays où, en effet, on a un gouvernement plutôt de droite, on peut se poser la question si ceux qui sont au pouvoir font vraiment partie de cette élite-là, ou sont en grande partie des technocrates ou des opportunistes, etc., mais qui ne sont pas animés par un genre de feu sacré de conservation civilisationnelle. Donc c'est un peu ça la situation, mais le problème c'est qu'au sein de ces derniers Européens, il y a beaucoup d'incertitudes, et on peut dire que mon roman, il est un roman qui, en grande partie, a comme sujet aussi les dissensions au sein de la droite européenne. J'essaie de montrer toute une série de types et de paradigmes presque identitaires, des gens de la droite, allant des libéraux aux identitaires, des nationalistes aux européistes, ou en tout cas aux patriotes européens, des chrétiens ou catholiques traditionnels, aux néo-païens, toutes ces différentes fractions et personnages, essayer de les décrire aussi dans ce livre avec, j'espère en tout cas, mais avec une volonté à la fois d'objectivité et de sympathie, et presque de compassion pour surtout une jeunesse qui n'a pas eu la possibilité de faire part d'une tradition vivante, parce que très souvent leurs propres parents n'avaient rien à leur proposer de ce côté-là, une tradition qui s'est cassée, et donc une jeunesse qui souvent a dû essayer de se réinventer, de trouver des modèles dans des livres, dans des groupes, dans des youtubeurs, dans des cercles d'amis, pour se rattacher tant bien que mal à cette tradition. Et comme souvent, surtout quand on est jeune, on reste souvent avec son premier choix, on tombe sur quelque chose qui vous influence dans une certaine ambiance, et vous restez là-dedans, et vous creusez, et vous faites un peu votre cercle d'amis. Et donc il y a parfois aussi des absurdités qui peuvent se pérenniser. Et donc autant je vois souvent de gros soucis dans la perception du monde d'une certaine partie de la droite européenne. D'un autre côté, autant je comprends pourquoi on puisse en arriver là, et j'ai énormément de sympathie avec toute une série de mouvements où, même si je ne partage pas leur point de vue, mais je peux comprendre pourquoi on en arrive là, et pourquoi, derrière même parfois des mauvais choix, on a quand même une certaine sincérité de volonté de s'en sortir. Et donc c'est ça aussi l'un des objectifs de ce livre, de permettre aussi à des jeunes qui sont en quête d'orientation de voir ce que certaines options veulent dire en réalité, et surtout de réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Justement, quel est si vous devez résumer avec un message votre livre, lequel serait-il? Plutôt pessimiste, plutôt optimiste, plutôt combatif? Bon, je pourrais maintenant faire facile en disant que c'est le lecteur qui doit évidemment trouver le message. Je crois que le livre reflète sans doute mes propres questionnements, et le fait que j'ai essayé de vouloir mettre là-dedans toute une série de différentes approches. Vous pouvez avoir une lecture un peu exotérique de ce livre, de le voir comme un genre de parabole politique. Vous pouvez avoir une lecture plutôt autobiographique, vous pouvez avoir une lecture plutôt affective, émotionnelle, esthétique. Il y a aussi une clé de lecture qui n'est certainement pas la fausse, qui est une clé de lecture spirituelle, et qui essaye de montrer qu'au final, le combat politique ne nous exonère pas de la nécessité de trouver Dieu, si j'ose dire, ou en tout cas la transcendance en nous-mêmes, et que ce n'est pas en votant pour le bon ou le mauvais parti, en construisant un futur meilleur, que nécessairement, en l'intérieur de nous-mêmes, cette quête quelque part de reposer en nous, de trouver Dieu, de trouver la transcendance, de faire un avec nous-mêmes, de devenir des personnages qui seraient entiers,
qui serait sain même. Tout cela, au final, n'est pas un questionnement politique. Et j'ai l'impression que malheureusement, une grande partie des conservateurs ont adopté le paradigme de pensée de la gauche, qui est un paradigme plutôt matérialiste, plutôt social, sociétal, qui croit que c'est possible de construire une société utopique et que le bonheur, quelque part, il n'est jamais pour aujourd'hui, mais il est pour demain, et il dépend du fait d'avoir une société juste, blablabla, ceci ou cela. Et je crois que c'est une vision qui est fondamentalement de gauche, qui est fondamentalement anti-conservatrice. De mon point de vue, le conservateur est justement, devrait justement être quelqu'un qui se rend compte de la nature créée, de l'individu, des limites qui sont mises à chaque individu par la famille, par sa civilisation, par le temps historique dans lequel il est mis, devrait réaliser aussi que le vrai bonheur ne dépend justement pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais quelque chose qui réside en nous. Et c'est pour ça que pendant des siècles, chaque civilisation a eu cette approche plutôt intérieure et intériorisée du bonheur, en se disant que oui, ce monde extérieur, on doit agir là-dedans, mais au final, notre responsabilité principale en tant qu'être humain est d'abord pour le salut de notre âme. Et pour le fait d'abord de trouver cette âme, de découvrir la part divine en nous-mêmes et de la transférer quelque part dans une existence journalière. Et ceci est absolument sans aucun lien avec la politique extérieure. Et donc il y a aussi notamment ce message-là que si on veut vraiment lutter pour notre civilisation, il faut se rendre compte qu'au centre de cette civilisation se trouve une quête européenne de transcendance, et si nous ne transférons pas cette quête dans un vécu quotidien, ça restera très superficiel, ça restera purement politique, mais pas du tout vraiment individuel et spirituel, et alors ce sera voué à l'échec. Finalement, ce qu'il nous faut surtout, du côté de la droite ou des conservateurs, c'est de nouveau des personnages qui peuvent être des exemples, et pas juste des gens où on dit « ouais, voilà, ils ont du pouvoir, ils ont des bonnes idées, donc on vote pour eux », mais des personnages par rapport auxquels on peut dire à son propre fils « regarde celui-là, un jour, si tu es grand, tu devrais devenir comme celui-là ». Et ça, c'est quelque chose qui est à peu près inexistant dans le domaine de la droite européenne et américaine. Il y a, pour ainsi dire, plus de figures de ce style-là, et je crois que c'est notre première responsabilité d'œuvrer à ce que ce genre de personnage puisse de nouveau émerger, et surtout en commençant par soi-même, et d'essayer de devenir ce qu'on veut, de ce qu'on veut que les représentants de notre civilisation soient véritablement. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre livre aux auditeurs, Le Retour du Roi, aux éditions du Verbeo, trouvable sur Internet et dans toutes les bonnes librairies. Je vous rappelle aussi, chers auditeurs, notre dernier magazine antimondialiste, Les Patriotes à la reconquête de l'Europe, disponible en kiosque et sur notre site Internet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview et je vous dis à très bientôt.